Je me suis effectivement spécialisé sur les questions de financement et de monnaie depuis pas mal d'années. Et je me suis rendu compte en fait qu'on est tellement habitué à vivre avec de la monnaie, on a bien du mal à avoir conscience de toutes ces dimensions en fait et des conséquences des règles auxquelles on est habitué. Ainsi, on raconte souvent que la monnaie sert à faciliter les échanges. En fait, cette vision des choses est en réalité très réductrice. Et elle crée un imaginaire dans lequel on échange des biens et des services préexistants, comme sur le Bon Coin. C'est d'ailleurs cette vision qui a inspiré le créateur de la June, aussi appelée, donc si vous la connaissez, la monnaie libre. Or, une économie, c'est en fait d'abord et avant tout des entreprises et des administrations qui produisent des biens ou proposent des services pour répondre à des besoins ou satisfaire des plaisirs. Et pour cela, il faut bien souvent à la fois des lieux, un local, des bureaux, une usine, etc., des outils, des machines, des véhicules, etc. Et pour se procurer tous ces biens mobiliers et immobiliers indispensables à toute production de biens ou de services, il faut évidemment de l'argent et bien souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Même chose pour la construction de logements qui coûtent très cher. C'est pourquoi, à mon avis, le principal problème qui est lié à la monnaie, c'est en fait le financement, c'est les systèmes de financement, c'est les règles de financement. Et ce sont d'ailleurs ces règles de financement qui déterminent en grande partie le fonctionnement de l'économie, sa dynamique, le comportement des différents acteurs économiques entre eux et vis-à-vis de leur environnement. En clair, les règles de financement ont un impact déterminant sur l'humanité et sur la planète. Alors, je vais faire un petit résumé. Quelles sont ces règles, les règles de financement? C'est d'abord qui crée la monnaie, qui la détruit, c'est quel rôle joue l'épargne, c'est comment peut-on financer une entreprise? Donc, est-ce que c'est en empruntant, en émettant des actions, des obligations? Est-ce que les parts de société peuvent être facilement revendues ou pas? Comment se finance l'État? Évidemment, par l'impôt, l'emprunt sur les marchés financiers. Et comment se financent les banques? Est-ce que c'est par un taux d'intérêt sur les crédits bancaires, par la facturation de frais, par des placements financiers spéculatifs? En fait, toutes ces règles ne sont que des règles du jeu qui pourraient être modifiées en fonction des objectifs que l'on poursuit et des résultats obtenus, et qui devront l'être pour des raisons écologiques. Alors, parmi les objectifs qu'on doit poursuivre, il y a à la fois la satisfaction des besoins actuels, ce qui implique l'absence de pénurie, c'est très important, pour subvenir aux besoins essentiels et un pouvoir d'achat qui soit suffisant pour tous. Et ensuite, il y a la satisfaction des besoins futurs et donc la préservation des ressources, de la biodiversité et du climat pour les générations à venir. Et ça, c'est la dimension qui manque totalement aujourd'hui dans les règles du système monétaire. Pour atteindre ces objectifs, il faut garder en tête quelques éléments fondamentaux. Alors, le premier élément, qui me paraît essentiel, c'est que, en fait, la monnaie est un puissant système de motivation et d'incitation à produire. On se lève le matin et on va travailler pour gagner de l'argent et pour nourrir sa famille. Et ce faisant, on rend un service à la société et donc à nous-mêmes. Autrement dit, l'argent permet de satisfaire nos besoins, non seulement parce qu'il permet d'acheter des choses, mais aussi parce qu'il oblige une partie de la population qui a entre, en gros, 18 et 65 ans à travailler. Donc, c'est un aspect essentiel qu'il ne faudra surtout pas perdre de vue si, par exemple, on établit un revenu de base. Pour moi, ça fait partie des règles de base de la monnaie qu'il ne faudrait surtout pas oublier, qu'on soit d'ailleurs dans une économie de croissance ou dans une économie durable. Alors, le deuxième élément, c'est que la monnaie est en fait censée établir un certain équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, entre le service que l'on rend à la société et la rémunération que l'on perçoit pour cela. Ça correspond notamment à la question du prix juste, de la rémunération juste et du commerce équitable. Alors, en réalité, cette règle, elle est très difficile à respecter pour de multiples raisons, notamment parce qu'il y a des modes de rémunération qui sont très différents entre les salariés, les professions libérales, les commerçants, les chefs d'entreprise, mais aussi parce qu'il y a des tas d'allocations qui sont versées pour d'excellentes raisons. Néanmoins, ça reste une règle fondamentale qui doit guider le choix des règles qui en découlent, avec évidemment de nombreuses exceptions parfaitement justifiables.
Alors le problème, c'est que en fait, dans le système actuel, cette règle est particulièrement malmenée, notamment par les revenus issus des placements financiers. Ils proviennent des taux d'intérêt ou de plus-values qui sont réalisées sur les marchés financiers ou immobiliers, qui génèrent des inégalités complètement délirantes et sans aucun rapport avec la contribution qui est apportée à la société. En clair, les placements financiers ne respectent pas le contrat de base qui dit que l'argent est censé être le fruit du travail et que chacun doit percevoir de l'argent en fonction de sa contribution. En ce sens, il est d'ailleurs totalement incohérent d'autoriser à gagner de l'argent sans travailler, grâce aux revenus issus de placements financiers, tout en obligeant les chômeurs à retrouver du travail sous peine de perdre leurs allocations. Il y a une incohérence totale dans le système aujourd'hui. On voit bien qu'il y a là une incohérence dans les règles du jeu, une incohérence à laquelle on s'est habitué en raison du rôle que joue aujourd'hui l'épargne dans le financement d'une économie en croissance. Quoi qu'il en soit, la recherche de la juste rémunération devra rester une règle de base dans une économie durable. Et c'est aussi pour cela qu'il est essentiel d'établir à la fois un salaire minimum et puis un nombre d'heures de travail hebdomadaire qui font partie des règles de base du bon fonctionnement d'une économie. Troisième élément essentiel, c'est qu'en fait, on a besoin de règles du jeu pour établir les prix. Bien sûr, il y a le salaire minimum qui est déterminant, mais il y a aussi la règle des faillites et l'interdiction de solde négatif. En effet, si les entreprises avaient le droit d'avoir un solde très négatif sur leur compte, elles pourraient établir des prix extrêmement bas, de l'ordre de quelques centimes, sur tous les biens et services qu'elles vendraient. Il va de soi que si nous avions tous le droit d'avoir un compte très négatif, sans limite, nous n'aurions plus d'incitation à gagner de l'argent. Par conséquent, sauf preuve du contraire, cette règle de l'interdiction du solde négatif devrait être conservée, même si un système de comptabilité en crédit mutuel peut très bien fonctionner à petite échelle pour un petit nombre d'échanges, comme c'est le cas dans les selles, par exemple. Alors, bien entendu, tout ce que je viens de dire là mériterait d'être plus largement débattu, mais il me semble que ces trois règles de base du système monétaire, c'est-à-dire l'incitation à travailler, la rémunération juste et l'interdiction de solde négatif, ne me semblent pas poser de problème majeur pour satisfaire durablement les besoins humains, et j'imagine qu'elles seront probablement conservées, voire renforcées pour ce qui est de l'équité. Mais les règles du système monétaire actuel n'ont pas seulement pour objectif de satisfaire les besoins humains. Elles contraignent aussi la société dans son ensemble à faire de la croissance à tout prix, quitte à dévaster son environnement. Soyons clairs, si la croissance était le résultat de la création de nombreux emplois écologiques, ce ne serait pas un problème. Mais en l'occurrence, les règles du système monétaire obligent de très nombreux acteurs à accroître leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices par tous les moyens, sous peine de faillite, sans aucune considération pour leur impact écologique. Alors, quelles sont ces règles qui obligent à faire de la croissance de façon systémique? En fait, il y a évidemment les taux d'intérêt, il y a les marchés financiers et il y a la rémunération de l'épargne. En analysant l'ensemble du système monétaire et financier, j'en suis donc arrivé à la conclusion qu'il allait falloir changer un certain nombre de règles pour aller vers une économie durable. Première chose, c'est que je pense qu'il va falloir en fait supprimer les marchés d'actions qui poussent l'ensemble des entreprises cotées à faire un maximum de bénéfices et donc de la croissance pour attirer les actionnaires qui peuvent à tout moment revendre leurs actions et en racheter d'autres. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il va falloir arrêter de financer l'État par le marché obligataire parce que ça l'oblige à promettre de la croissance à court, moyen et long terme pour pouvoir payer les intérêts et rembourser les obligations à des investisseurs qui, à tout moment, peuvent revendre leurs obligations et réinvestir leur argent dans d'autres titres, voire dans d'autres pays. À mon avis, il va falloir arrêter de rémunérer l'épargne. Ça, c'est un point qui est beaucoup moins souvent avancé. Je pense qu'il va falloir arrêter de rémunérer l'épargne parce qu'en fait, ça oblige les entreprises et les banques à promettre de la croissance. En outre, cela accroît évidemment les inégalités. Alors, au passage, le fait de ne pas rémunérer l'épargne est un excellent moyen de réduire les inégalités dès lors qu'il y a un peu d'inflation. Mais il faudra probablement aller encore beaucoup plus loin. Maintenant qu'on peut créer de la monnaie à volonté, comme le prouvent les banques centrales,
on pourrait se passer de l'épargne pour financer les entreprises et l'État, ce qui permettrait de ne plus être dépendant des investisseurs. Ça permettrait ainsi d'éviter la fermeture de nombreuses entreprises, notamment d'usines, mais aussi d'éviter des crises économiques et financières extrêmement graves comme en Grèce ou en Argentine. Important de noter au passage que le financement des États par le marché obligataire, associé bien souvent à des taux de change flexibles, a pour effet d'aggraver la situation des pays les plus fragiles, les moins riches, alors que ceux-ci devraient au contraire bénéficier d'un système de financement qui les soutienne durablement dans leur développement. C'est pourquoi il serait préférable que les États ne fassent pas appel à de l'épargne étrangère, par nature volatile, pour se financer, mais qu'ils créent eux-mêmes la monnaie dont ils ont besoin. En toute logique, la possibilité d'un financement des entreprises par des actionnaires familiaux ou proches devrait également disparaître, notamment parce qu'elle crée une distorsion injuste entre les entreprises qui ont beaucoup de fonds propres et celles qui doivent emprunter. Mais elle présente également quelques vertus qui méritent qu'on en débatte. Et surtout, l'actionnariat non coté ne me semble pas totalement incompatible avec une économie durable. Donc, c'est vraiment une chose dont on devrait discuter. Le même questionnement se pose d'ailleurs par rapport au financement participatif, qui mériterait un débat en intelligence collective. Si on choisissait d'aller au bout de la logique et que l'épargne ne serve plus à financer l'économie, elle ne devrait plus être utilisée par les banques. Dans ce cas, elle serait donc entièrement sécurisée, ce qui éviterait le risque de panique bancaire associé au système bancaire actuel, qui est très fragile d'un point de vue comptable, car il fonctionne sur des probabilités de besoin de liquidité. Les banques ne devront plus tirer leurs revenus ni des taux d'intérêt, ni de la spéculation sur les marchés financiers. En effet, les taux d'intérêt sur les crédits obligent l'ensemble de la société à emprunter chaque année plus que l'année précédente, sous peine de ne pas pouvoir payer les intérêts dus sur les crédits bancaires. Par conséquent, les banques devront désormais rémunérer leurs salariés grâce aux frais qu'elles facturent pour les services qu'elles rendent, mais également, si besoin, grâce à des subventions publiques. Elles pourraient en fait rester en concurrence les unes avec les autres, mais avec une mission de service public. La monnaie devra être créée par les banques et par l'État en fonction des besoins. Alors, concernant les projets privés ou associatifs, seuls les projets durables pourront être financés. Un bilan écologique devra donc être établi au préalable. Ensuite, un comité sera chargé d'établir les modes de financement possibles du projet en proposant un mélange de crédits bancaires et de subventions publiques conformément aux règles qui auront été établies pour chaque secteur d'activité, puis en fonction d'autres critères comme les contraintes, les ressources ou les besoins locaux notamment. En aucun cas, le critère de rentabilité ne devra à l'avenir être décisif, parce que la question principale devra être: le projet est-il utile et durable? Et si oui, quelle doit être la part de crédit et de subvention pour qu'il se réalise et qu'il perdure? Par ailleurs, les financements devront être conçus de telle manière que les produits les plus durables deviennent les moins chers en coût par année de location ou de crédit, et donc les plus achetés, grâce à un mix de crédit à très long terme pour les producteurs comme pour les acheteurs, associé à des garanties longues. Donc ça, c'est une chose que je décris dans mon livre. Concernant l'État maintenant, il devra avoir la capacité de créer de la monnaie sous forme de dons et non sous forme de crédit remboursable comme les banques. Et les projets de services publics devront être sélectionnés en fonction de leur utilité et de leur durabilité, mais il ne devrait y avoir aucune limite à la création de nouveaux emplois publics, notamment dans l'éducation, la santé et la culture, tant qu'ils ont un impact positif sur la société et sur la planète, ce qui devrait permettre d'atteindre le plein emploi sur tous les territoires sans aucune difficulté et très rapidement le temps de former les gens. Ça permettra aussi de financer le système de santé à la hauteur des besoins. Et concernant le système de retraite, le niveau des pensions sera déterminé en fonction à la fois des besoins, mais aussi de critères écologiques, puisqu'un niveau de pension trop élevé peut avoir des effets destructeurs sur l'environnement. Enfin, des institutions seront chargées de veiller au contrôle de l'évolution des prix, c'est un point très important. Première institution sera responsable de la stabilité des prix sur le marché de l'immobilier. Elle sera chargée de racheter les logements à vendre à un prix qui permette d'éviter que les propriétaires ne réalisent une plus-value immobilière.
puis elle sera chargée de vendre ce bien au prix d'achat, donc sans commission, avec éventuellement un tirage au sort qui remplacera l'octroi du logement au plus offrant. Il y aura donc un service public de l'immobilier et dans ce cadre, on peut imaginer qu'il n'y ait plus du tout de location immobilière, chaque ménage étant propriétaire de son logement, ce qui réduira fortement les inégalités et facilitera la gestion de périodes de confinement comme on a connu, puisqu'il est beaucoup plus facile de décaler des mensualités de crédit immobilier que de décaler le paiement de loyer. Deuxième institution, elle sera chargée de veiller à la stabilité des prix des biens et services de consommation courante, qui dépend essentiellement de deux facteurs, hein, c'est l'absence de pénurie sur le marché et puis l'absence d'excès de monnaie par rapport aux biens et services disponibles. Donc la création monétaire publique étant potentiellement illimitée et se faisant sous forme de dons, il va de soi qu'il va falloir détruire de la monnaie, puisque jusque-là, la destruction monétaire se faisait au travers des remboursements de crédits bancaires, d'autant plus qu'il sera probablement nécessaire de ralentir l'activité économique, autrement dit de faire de la décroissance, et donc de réduire la quantité de monnaie en circulation. Par conséquent, de la monnaie sera détruite en permanence grâce à des prélèvements obligatoires qui permettront également de réduire les inégalités. Dernier point, le système monétaire international devra être stable avec des taux de change qui seront déterminés en fonction de la parité de pouvoir d'achat et non en fonction de la spéculation sur le marché des changes. En conclusion, si on fait la synthèse de l'ensemble des règles du jeu que je vous propose, j'ai le sentiment qu'elles sont beaucoup plus cohérentes, plus logiques et plus simples que le système actuel. Elles me semblent compatibles avec la recherche de durabilité et elles me paraissent permettre de satisfaire les besoins des générations présentes et à venir. Bien sûr, ça exige de préciser certaines règles dans les détails, hein, notamment quel usage sera fait de la création monétaire publique dans le financement des entreprises, sachant qu'aujourd'hui, de très nombreuses entreprises reçoivent déjà des subventions au démarrage ou pour la recherche ou dans certains secteurs d'activité, par exemple la culture ou le social. Enfin, cette réforme devra se faire au niveau mondial. Alors, qu'on ne me dise pas que c'est impossible, parce que, en fait, on n'a pas le choix. On va devoir réformer les règles du système monétaire. Donc, si on les réforme, il faudra que ça se fasse évidemment au niveau mondial, dans la mesure où il y a des échanges commerciaux internationaux. Donc, ce qu'il nous faut désormais, c'est proposer en fait un système monétaire et financier qui soit cohérent, qui soit efficace, c'est-à-dire qui permette vraiment d'atteindre les buts qui sont recherchés en matière de satisfaction des besoins et de durabilité, et qui permette évidemment de réduire le plus possible la pauvreté et les inégalités. Et l'idéal, ce serait que ce système monétaire qu'on proposera suscite l'adhésion du plus grand nombre, évidemment.